Bonjour à toutes et tous pour les premiers connectés. Donc Baptiste Giraud, j'aurai le plaisir d'animer le séminaire où nous aurons pour invité donc Sophie Bernard, que vous voyez à Bonjour. l'écran, que je présenterai dans un petit moment, et donc qui va nous présenter son ouvrage que voici, Hubert Usé, paru très récemment aux éditions des PUF des presses universitaires de France. Nous allons lancer le séminaire. Donc, quelques mots peut-être de présentation tout d'abord de l'auteur qui vient présenter son ouvrage. Donc, Sophie Bernard, professeure donc, des universités en sociologie à l'université Paris-Dauphine, membre du laboratoire de l'IRISO. Et pour dire en quelques mots, pour présenter ta trajectoire de recherche, on peut dire que tes travaux ont pour fil directeur l'analyse des recompositions des normes d'emploi et de travail, et que tu as commencé à labourer ce terrain d'abord avec un travail doctoral sur les caissières et sur les effets de l'automatisation du travail des caissières, que tu as prolongé ensuite par un ouvrage paru au PUF intitulé « Nouvel esprit du salariat » qui revient sur une nouvelle politique de rémunération au travail et qui se poursuit donc aujourd'hui avec le fruit d'une enquête à la fois individuelle et collective sur donc, le capitalisme dit de plateforme, et donc sur Uber en particulier, sur les chauffeurs Uber, avec un sous-titre intitulé « Le capitalisme racial de plateforme ». Et c'est donc cette dernière enquête que tu vas nous présenter. Je te laisse donc la parole pour une demi-heure de présentation, suite à quoi je lancerai la discussion. Sophie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, je vais partager donc un diapo. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette invitation qui me permet donc de présenter cet ouvrage. Et puis, merci, Baptiste, de prendre le temps de le discuter et d'avoir pris le temps de le lire. Alors, donc, Hubert Usé. Donc, je vais parler donc du cas d'Uber. Justement, la création d'Uber en 2009, depuis la création d'Uber en 2009 à San Francisco, là, la plateforme exerce une fascination médiatique et fait l'objet de nombreuses polémiques. Dernière en date, les Uber Files, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, en dépit de ces polémiques, c'est une plateforme qui est présente aujourd'hui dans plus de 70 pays, plus de 1000 agglomérations. Et les chauffeurs Uber se présentent un peu comme emblème de l'ubérisation. Alors, l'ubérisation, c'est quoi? C'est un modèle économique dans lequel les entreprises prennent la forme de plateformes numériques qui jouent le rôle d'intermédiaire entre des prestataires de services et des clients. Et la particularité, c'est que ces prestataires de services sont des travailleurs indépendants. Je vais me focaliser ici sur 3 métropoles, Paris, Londres et Montréal. Et l'objectif, c'est d'étudier donc l'ubérisation par le bas, c'est-à-dire en partant des situations individuelles des chauffeurs Uber, pour analyser comment Uber déploie un capitalisme racial de plateforme. Alors, ça veut dire quoi? C'est simplement que de nombreux travaux sociologiques ont démontré que le capitalisme de plateforme marquait l'avènement de formes renouvelées d'exploitation par le biais justement de la promotion du travail indépendant et de ce qu'on appelle le management algorithmique, ce sur quoi je vais revenir par la suite. Mais la question de la race est rarement mobilisée comme une catégorie analytique pour appréhender le phénomène. Alors évidemment, je n'utilise pas le terme de race au sens biologique du terme, mais au sens d'un rapport de pouvoir socialement produit. Et en effet, on observe une surreprésentation d'hommes racisés parmi les chauffeurs, et ce dans les 3 métropoles, ce qui ne doit rien au hasard, puisque c'est systématique. Donc, c'est un travail qui s'inscrit dans la continuité de la perspective de finalement la féministe matérialiste Christine Delphi, qui invite à se pencher sur l'ensemble des rapports d'appropriation du travail qui articulent rapports sociaux de classe, de sexe et de race. Donc pour ça, je m'inscris dans une approche compréhensive, comparative des chauffeurs Uber. Donc il s'agit d'appréhender leur vécu, la diversité de leurs expériences, mais aussi pour rendre compte de l'homogénéité de leurs conditions. Donc à Paris, Londres et Montréal, sur la base donc d'une enquête ethnographique, dans un premier temps qui avait été menée avec Sarah Abdelnour sur les mobilisations des chauffeurs parisiens. Je m'appuie aussi sur un suivi des échanges sur les réseaux sociaux sur lesquels les chauffeurs sont très actifs. Et puis, ici, essentiellement, je m'appuie sur des entretiens réalisés avec des chauffeurs parisiens, montréalais et londoniens.
Donc, les questions qui sont les miennes, c'est pourquoi cette surreprésentation d'hommes racisés parmi les chauffeurs Uber? Quelles sont leurs conditions de travail et de rémunération? Et quelles relations ils entretiennent avec la plateforme? Donc, dans un premier temps, je vais analyser la manière dont Uber va tenter de conquérir ce marché du transport de personnes. Et donc, pour ça, il s'agit la plateforme va déployer différentes stratégies pour disposer d'un vivier de main-d'œuvre. C'est important, c'est une dimension importante au sens où le modèle économique d'Uber repose sur une offre excédentaire de chauffeurs par rapport à la demande. L'objectif, c'est de lui répondre rapidement pour s'assurer de sa satisfaction et en fait pour évincer la concurrence. Donc, dans de nombreuses villes de par le monde, l'implantation d'Uber a créé la polémique, je le disais, a entraîné notamment de grosses manifestations de taxis qui dénonçaient alors une concurrence déloyale. Et la plateforme, en effet, revendique le fait de ne pas être une entreprise de transport, mais elle revendique le fait d'être une entreprise technologique qui propose un logiciel innovant qui serait approprié par des travailleurs indépendants qui le mettraient au service de leur clientèle. Et donc, à ce titre d'entreprise technologique, elle échapperait aux réglementations auxquelles les chauffeurs de taxi, eux, resteraient soumis. Et pour ça, la plateforme, en fait, elle adopte une stratégie du fait accompli, qui consiste en fait à débuter systématiquement son activité sans autorisation, sans respect des règles applicables au transport individuel de passagers, et tout ça avec une intense activité de lobbying pour finalement ensuite appeler les autorités locales à changer le cadre réglementaire pour s'adapter à l'innovation technologique qu'elle incarnerait. Donc, en fait, donc on s'implante et alors qu'il y a parfois des procès en cours, eh bien, pendant toute la durée des procès, qui peuvent parfois durer des années, en fait, eh bien, la plateforme continue d'être active et donc de s'implanter dans les différentes villes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune des villes, mais à chaque fois, en fait, elle va se positionner sur le créneau, en fait, qui suppose le moins de barrières à l'entrée du métier. Donc, à Paris, elle s'inscrit donc dans le cadre des chauffeurs de VTC qui sont héritiers de la Grande Remise. Pour faire vite, la Grande Remise, en fait, c'est des chauffeurs privés qui développent une clientèle privée qui travaillent plutôt dans le domaine initialement du luxe en réalité, donc avec des prestations à tarifs assez élevés. Et les barrières à l'entrée sont en fait très limitées. Ensuite, à Londres, ils vont s'implanter dans le secteur, dans le cadre des mini-cabs. On a à Londres les black cabs, les taxis, la profession fortement réglementée. Et à côté, donc les mini-cabs, qui sont le plus souvent en fait des salariés de milliers de petits opérateurs locaux. Et puis enfin, à Montréal, Uber s'est implanté, s'est présenté comme s'inscrivant dans une logique de covoiturage. Donc là, les barrières à l'entrée, il n'y en a pas ou quasiment pas. Et en fait, je pourrais rentrer dans le détail à chaque fois, mais ça risque d'être beaucoup plus long. Donc, ce qu'on voit à chaque fois s'opérer, donc c'est toujours une forme de récit d'une bataille morale qui serait menée au nom du progrès technologique, de la liberté économique entre des innovateurs héroïques et des régulateurs corrompus protégeant le cartel des taxis. Et ce récit, en fait, il tend à détourner le débat public de ses pertes colossales et de son comportement anticoncurrentiel. Parce qu'en réalité, donc, Uber ne dégage toujours pas de bénéfices. Par exemple, si on prend les chiffres du deuxième trimestre de 2022, Uber déclare un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards de dollars, mais avec une perte de 2,6 milliards de dollars. Et Uber s'inscrit dans une stratégie de croissance à tout prix, qui est financée par des investisseurs à hauteur de 20 milliards de dollars, donc des sommes colossales. L'objectif de cette stratégie de croissance à tout prix, c'est justement de favoriser une croissance rapide dans le but d'éliminer la concurrence pour ensuite tirer parti d'une position quasi monopolistique.
Donc maintenant, on peut se demander d'où viennent quand même ces dépenses, parce que ces pertes, elles paraissent d'autant plus étonnantes que finalement, Uber bénéficie de sommes colossales de la part des investisseurs et que ce sont finalement les chauffeurs qui assument les risques et prennent en charge les dépenses en fait liées à l'activité en tant que travailleurs indépendants. Donc Uber va se construire une position quasi monopolistique dans chacune de ces métropoles. Le modèle économique d'Uber, il repose sur ce qu'on appelle les effets de réseau. Ils font dépendre la valeur d'un service du nombre de ses utilisateurs. Plus le nombre augmente, plus la valeur augmente. Et en fait, on est ici dans un marché biface. C'est-à-dire qu'on a un marché intermédiaire par une plateforme numérique qui met en relation les utilisateurs qui composent les deux faces du marché. D'un côté, les passagers qui ont une demande de transport et de l'autre, des chauffeurs qui proposent un transport. Et l'objectif, avec les effets de réseau, c'est d'atteindre une masse critique d'utilisateurs des deux côtés du marché biface. Parce que finalement, on aboutirait alors à une situation où tout le monde a intérêt à converger vers une plateforme unique. Ça veut dire que plus il y a de chauffeurs Uber, plus les clients ont intérêt à l'utiliser pour trouver rapidement un véhicule. Plus les clients utilisent Uber et plus les chauffeurs ont intérêt à utiliser la plateforme pour accroître leurs chances d'obtenir des courses et d'accroître leur niveau de rémunération. Donc, pour enclencher cette dynamique, la plateforme utilise les sommes investies dont elle dispose pour attirer les clients et les chauffeurs. D'abord, il s'agit d'attirer la clientèle. Donc, elle va leur offrir des courses gratuites, des promotions, il va y avoir des parrainages. Et il s'agit aussi d'attirer et de fidéliser les chauffeurs. Donc, ça va passer par des campagnes publicitaires assez massives, mais surtout, ça va passer par des primes. C'est ce qu'explique ici, par exemple, Tariq, qui explique qu'Uber s'installe à coup de primes. Les premiers chauffeurs Uber tournaient à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Les mecs se posaient dans des cafés, posaient le téléphone et attendaient. Après, ils ont enlevé l'histoire de 42 euros de l'heure. C'est 15 euros de l'heure, plus le prix de la course. Ensuite, ils ont enlevé l'histoire de 15 euros de l'heure. Ils ont mis des systèmes de primes. Si vous faites plus de 5 courses par jour, vous aurez une prime de 100 euros à la journée. Et c'est un entonnoir. Là, ils les ont pris avec un taux d'acceptation de plus de 90%. En disant, vous aurez une garantie de chiffre mensuel de 8 000 euros TTC. Et là-dedans, tout le monde se lançait. Donc, des chauffeurs qui rentrent, attirés justement par ces primes importantes qui permettent d'accéder à des niveaux de rémunération en fait très élevés. Et ces chauffeurs vont devenir en fait progressivement dépendants de la plateforme parce que cette stratégie va être efficace pour évincer la concurrence. La concurrence, donc par exemple à Londres, tous ces opérateurs de minicab, donc ces petits opérateurs de minicab vont être mis en difficulté face à cette plateforme. Tous les chauffeurs en fait vont progressivement basculer sur cette plateforme. Et ensuite, pareil à Paris, les chauffeurs privés en fait ne parviennent plus ou enfin vraiment une minorité à développer une clientèle privée parce que pareil, tout le monde passe, en tout cas beaucoup passent par le biais de la plateforme. Et à Montréal, c'est les taxis qui se trouvent mis en difficulté avec ce système de covoiturage. Mais aussi, ce qu'on observe, c'est que ce sont aussi les autres plateformes concurrentes qui sont mises en difficulté parce que Uber tient le marché, est le leader. Et donc, finalement, les autres plateformes, soit elles ne sont pas utilisées par les chauffeurs ou uniquement à titre complémentaire. Et c'est ce qu'explique Hamid, qui nous dit il n'y a pas de mystère. Uber, ça reste l'application qui donne le plus de courses. Elle prend plus de commissions, mais elle donne plus de courses. Les autres prennent moins de commissions, mais elles n'ont pas autant d'impact qu'Uber sur la clientèle. C'est psychologique. Tout le monde passe par Uber, les clients, les chauffeurs. Donc, les chauffeurs deviennent dépendants de cette plateforme. Mais une fois que la plateforme est parvenue à s'assurer de faibles barrières à l'entrée du métier, à s'assurer donc cette position quasi monopolistique, bien il faut qu'elle trouve une masse de personnes intéressées pour l'exercer. C'est ce que je disais juste avant. Le modèle économique d'Uber suppose une offre de chauffeurs supérieure à la demande de courses. Et en la matière, les populations racisées constituent une armée de réserve de travailleurs précieuse pour son déploiement. Alors pourquoi cette surreprésentation d'hommes racisés? D'abord, il y a une promesse qui leur est faite, c'est l'accès aisé au travail indépendant et à des rémunérations élevées.
rémunérations élevées, on l'a vu par le biais des primes, accès aisé parce que des barrières à l'entrée du métier qui sont en fait assez faibles, et travail indépendant, parce que ça permet, on va le voir, d'échapper justement au poids de la hiérarchie. Mais donc, on va avoir donc cette surreprésentation d'hommes racisés par plusieurs processus. D'abord, Uber, au moment de son implantation, en particulier à Paris et à Londres, va se tourner vers les professionnels déjà en activité, donc les chauffeurs privés et les minicabs, en les incitant donc à travailler par son intermédiaire avec ces rémunérations attractives. Or, les minicabs en activité, les chauffeurs de VTC en activité à ce moment-là, sont pour leur majorité déjà des hommes racisés. Ensuite, autre élément qui participe de cette surreprésentation d'hommes racisés, c'est le fait de vastes campagnes de communication dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que, par exemple, à Paris, la plateforme va mener des campagnes de communication ciblant les quartiers populaires, comme l'opération 70 000 entrepreneurs, déployée dans les communes populaires d'Île-de-France en 2016, en partenariat avec Pôle emploi. Autre élément qui va favoriser cette surreprésentation d'hommes racisés, c'est que pour assurer son déploiement, le recrutement s'est opéré par cooptation, ce qui favorise une concentration ethno-raciale. En fait, tous les chauffeurs que j'ai rencontrés sont entrés dans le métier sur la recommandation de proches qu'ils exerçaient eux-mêmes. Et ce mécanisme, il est renforcé par les primes qui sont offertes par Uber à chaque parrainage réalisé par un chauffeur. Et donc, cette cooptation, elle renforce la présence d'hommes racisés qui étaient donc déjà présents et la cooptation, elle favorise en fait le recrutement des proches et nos proches, souvent, nous ressemblent. Ensuite, autre élément qui joue un rôle important dans cette surreprésentation d'hommes racisés, c'est la position spécifique qu'ils occupent dans le système d'emploi. Parce que les populations racisées sont davantage exposées au chômage, à la précarité de l'emploi, au risque de déclassement, et elles se voient souvent assignées aux positions subalternes. C'est ce que montrait auparavant, par exemple, Abdelmalek Sayad quand il étudiait les OS de l'industrie en montrant justement qu'il y avait une surreprésentation d'hommes immigrés qui restaient justement OS à vie. Donc, la plupart, néanmoins, avaient un emploi avant d'entrer dans le métier. Ils n'étaient pas, comme l'affirmait Emmanuel Macron en 2016, en train de tenir les murs ou de dealer. En fait, ils étaient pour la plupart en emploi. La difficulté, c'est que leur emploi ne leur convenait pas toujours. Je vais y revenir avec deux mouvements. On a en fait une population qui peut être un peu plus hétérogène qu'il n'y paraît, au sens où à Montréal et à Londres, on a notamment des populations parmi les chauffeurs, on a une part des chauffeurs qui est plus diplômée. Donc des individus diplômés et ou expérimentés qui sont issus des catégories supérieures ou moyennes supérieures, mais dont les diplômes et les expériences professionnelles ne sont pas reconnus, ou en tout cas en deçà de leurs attentes. Et donc, ils rentrent dans le métier à titre principal ou à titre complémentaire dans le but d'atténuer le déclassement. Donc, c'est ce qu'explique par exemple Amir, donc un chauffeur montréalais. Il y a beaucoup de monde, médecins, ingénieurs, à la fin, ils ne travaillent pas dans leur métier parce qu'il y a besoin de beaucoup de procédures. C'est toute la reconnaissance pour justement faire reconnaître les diplômes. Quand tu as de la famille, comment tu vas faire? Comment tu vas gagner ta vie? C'est pas facile de faire valider les diplômes. J'ai vu beaucoup de mes amis qui faisaient du Uber, des immigrés. Un immigré, il va trouver une solution rapide, facile pour travailler, pour avoir de l'argent. C'est pour ça que j'ai fait Uber. Donc, une part de chauffeurs plus diplômés à Montréal et à Londres, avec des spécificités, je peux y revenir par la suite. C'est pas forcément les mêmes non plus. Et puis, surtout, beaucoup de chauffeurs qui rentrent dans le métier pour échapper à l'assignation sociale et raciale à des emplois salariés précaires. Donc, eux, ils l'exercent. Donc, ce sont des chauffeurs qui, eux, sont présents, pour le coup, dans les 3 métropoles, qui ont un niveau d'études peu élevé, qui sont issus des catégories populaires et qui exercent l'activité à titre principal,
dans l'objectif d'améliorer leurs conditions. Donc, eux, ils ont multiplié auparavant les emplois précaires non qualifiés, parfois non déclarés. Ils ont alterné parfois avec de courtes périodes de chômage. Donc, ils ont connu des conditions de travail pénibles, avec des tâches physiques, des risques d'accident, une absence d'autonomie, des horaires extensibles et atypiques, une soumission à la hiérarchie et de faibles rémunérations. Donc, eux, en devenant chauffeurs Uber, il s'agit pour eux non pas de trouver un travail, mais de trouver un meilleur travail, un good bad job, notamment pour échapper à la pénibilité du travail manuel et à la pression hiérarchique, parce qu'ils voient ce métier comme plus propre et moins pénible physiquement. En réalité, ils vont un peu déchanter, puisqu'ils souffrent notamment de maux de dos récurrents. Ça, je pourrais y revenir. Et surtout, ils n'ont pas de supérieur hiérarchique. C'est ce qu'explique Ryan. C'est facile de trouver du travail ici. Travail manuel, c'est toujours facile à trouver. J'ai jamais été sans travail. Chauffeur Uber, c'est mieux. Il n'y a pas de travail physique, il n'y a pas de superviseur, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Et autre élément, pourquoi c'est un good bad job, c'est qu'ils peuvent bénéficier d'une autonomie temporelle, notamment à Montréal, pour des immigrés récents qui n'ont pas forcément de proches sur place et qui, en fait, apprécient cette autonomie temporelle pour être disponibles pour leur famille. Ce qu'explique Ayoub, qui dit les Québécois, ils ont de la famille sur place, les migrants n'ont pas de famille, pas de proches. Je représente tout pour ma femme et mon fils. Donc, quand mon fils est malade, il faut être disponible, il n'y a pas de famille pour aider. Quand on est salarié, on ne peut pas se libérer. On n'a pas de famille ici. Donc, la flexibilité et l'autonomie du travail avec Uber, ça permet de s'adapter aux contraintes familiales. Donc, je vais y revenir, mais il s'agit malgré tout de d'avoir des durées de travail extensibles, mais d'avoir cette possibilité d'interrompre son travail, son activité en cas de problème pour se rendre disponible justement pour sa famille. Autre chose qui joue, cette autonomie temporelle, c'est aussi un atout pour ces personnes, au sens où ça peut être une opportunité pour accroître leur rémunération. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que salarié, on ne peut pas accroître les heures supplémentaires autant qu'on le souhaite. En tant que chauffeur Uber, en tant que travailleur indépendant, il n'y a pas de limite. Et il le voit comme un avantage. Comme l'explique Brandon, la liberté avec Uber, on peut s'arrêter à tout moment. Mais par contre, à l'inverse de ça, si on veut gagner beaucoup, on peut aller loin. Il n'y a pas de limite. Si vous voulez travailler 15 heures dans la journée, vous allez bien voir le résultat après. Vous avez quelque chose à la fin. Donc, on est sur une logique de travailler plus pour gagner plus, même si en fait ça va être un peu plus compliqué dans la mise en œuvre. Et certains perçoivent en fait cette possibilité d'accroître leur niveau de rémunération. Ils le perçoivent comme une forme d'ascension sociale. Ils l'associent à une possibilité d'ascension sociale par l'ascension économique. Donc, ces chauffeurs apprécient tous le statut d'indépendant, ils valorisent tous le fait de ne pas avoir de supérieur hiérarchique, ils valorisent cette autonomie temporelle parce que ça leur permet d'être disponibles pour leurs proches en cas de besoin ou pour gagner plus en travaillant plus. Mais en fait, leurs attentes, elles vont rapidement être déçues en la matière. En fait, ils vont être soumis à une nouvelle forme de contrôle et d'encadrement du travail qui, sous couvert de préserver leur liberté, en fait, orientent leur conduite dans le sens voulu par Uber. Donc, c'est ce qu'on va appeler donc le management algorithmique. Donc, le modèle économique d'Uber, on l'a vu, ça repose sur la sous-traitance de l'activité vers des travailleurs indépendants. Donc, les dirigeants d'Uber ne peuvent pas vraiment se permettre d'exercer une contrainte directe sur les chauffeurs pour qu'ils agissent comme le veut la plateforme, le risque étant qu'ils se voient requalifiés en travailleurs salariés. Mais le fait que ça se soit déjà produit, que le débat soit récurrent dans plusieurs pays, témoigne en même temps de l'ambivalence de la relation nouée entre les chauffeurs et la plateforme. En fait, ils sont soumis à une nouvelle forme de contrôle qu'on appelle donc le management algorithmique, que Mollman et Zalmenson définissent comme la surveillance, la gouvernance et les pratiques de contrôle menées par des algorithmes sur de nombreux travailleurs à distance.
Et derrière ce management algorithmique, on voit une sorte de logique une cohabitation d'une logique disciplinaire et d'une logique gouvernementale. C'est-à-dire des instruments qui sanctionnent et puis des instruments de pouvoir qui orientent les conduites, gouvernent les conduites par incitation. Donc ça, on le voit alors à deux niveaux. D'abord, du point de vue du temps de travail. Initialement, donc, on l'a vu, les chauffeurs sont attachés à cette autonomie temporelle et c'est ce qu'on leur a vendu, c'est ce qu'Uber leur a vendu. On peut encore lire sur le site de la plateforme, voilà, choisissez votre emploi du temps, ne prenez la route que lorsque cela vous arrange, pas de bureau, pas de patron. Vous pouvez commencer et arrêter de travailler quand vous le souhaitez avec l'application Uber, c'est vous qui décidez. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Uber n'est pas en train d'imposer des horaires de travail, des jours d'activité. Mais ce qui va les contraindre en fait dans l'organisation de leur temps de travail, dans la durée, dans les horaires, c'est la chute de leur rémunération. Parce qu'une fois que la plateforme dispose de suffisamment de chauffeurs, qu'elle s'est imposée comme un acteur incontournable du marché, eh bien en fait, les primes dont je parlais tout à l'heure sont supprimées, les tarifs sont diminués et la commission est augmentée. À ça s'ajoute en plus une concurrence accrue. Donc en fait, s'ils veulent maintenir leur niveau de rémunération et s'ils veulent faire face aux nombreuses dépenses qui sont les leurs, que ce soit l'achat, la location de la voiture, l'essence, l'assurance, etc., eh bien, ils doivent accepter des durées extensibles de travail. Donc, il ne s'agit plus simplement de travailler plus pour gagner plus, mais en fait de travailler plus pour gagner autant. Et pour ça, ils vont aussi favoriser, ça va aussi privilégier des périodes de majoration. Donc, comme l'explique Aylan, ils disent, bien, vous pouvez commencer n'importe quand et finir n'importe quand. Vous savez que vous pouvez le faire. Et en même temps, vous ne pouvez pas le faire. Parce que l'argent qu'ils vous payent, que vous recevez d'eux, n'est pas suffisant pour vous permettre de le faire. Le système de rémunération, la façon dont il est mis en place, vous oblige à travailler des heures folles, de longues heures, non-stop, non-stop. Donc de longues heures, mais aussi sur certaines périodes, donc des périodes de majoration. C'est-à-dire que en fonction donc des zones, donc là vous avez Paris, en fonction des zones, des horaires, eh bien vous pouvez avoir des majorations de tarifs qui sont définies en temps réel en fonction de l'offre et de la demande pour inciter en fait les chauffeurs à se connecter ou à se déplacer en direction des zones dans lesquelles il en manque. Et ces majorations, elles interviennent plutôt le soir, le matin, la nuit, le week-end, et sur des périodes particulières type Noël, Nouvel An. Donc des horaires plutôt atypiques qui rendent difficile toute articulation avec une vie familiale. Il y a aussi des challenges qui sont organisés régulièrement pour maintenir les chauffeurs connectés. Par exemple, faire 20 courses en temps de temps pour pouvoir bénéficier d'une prime de 300 €, imaginons. Donc, face à ça, les chauffeurs vont tâcher d'optimiser leur temps de travail. Comme l'explique ici Riyad, l'objectif, c'est de faire plus d'argent en moins de temps. Alors, ça veut dire quoi? Ça passe par une anticipation des variations de la demande. C'est-à-dire qu'au fil du temps, avec leur expérience, avec leur connaissance du terrain, ils savent en fait quand et où interviennent les majorations. Donc, ils vont plutôt les privilégier. Le risque, c'est que finalement, il n'y ait plus de majoration, puisque à partir du moment où ils se positionnent au bon endroit, au bon moment, eh bien, Uber n'a plus besoin de majoration pour les attirer. Donc, ce que constatent les chauffeurs, c'est que finalement, il y a de moins en moins de majoration au fil du temps. Donc, en ayant le sentiment de se réapproprier leur travail, finalement, ils en viennent à se soumettre aux injonctions d'Uber en les anticipant. Autre stratégie, ça va être de sélectionner les courses rentables. Donc, il y a toute une liste de courses plus ou moins rentables, notamment, on va éviter la course à 6 €, comme c'est expliqué par exemple ici sur un forum, une course qui a priori n'est pas rentable et qui coûterait quasiment de l'argent. Mais le risque, il y a toujours un risque
en sélectionnant les courses, c'est le risque de suspension ou de désactivation du compte. Donc là, on est sur la logique justement disciplinaire. Il faut respecter un taux d'acceptation des courses supérieur à 80% et un taux d'annulation inférieur à 4%. Et on va avoir des chauffeurs qui ont des taux, en fait, qui ne correspondent pas forcément aux attendus de la plateforme. Certains vont se voir sanctionnés, d'autres pas. Ce qui est en fait essentiel ici, ce n'est pas de tant de les sanctionner que de faire peser sur les chauffeurs le risque de la sanction. C'est ce risque qui va induire des comportements. Ils vont justement éviter, pour la plupart, finalement, de ne pas prendre toutes les courses, de ne pas toutes les accepter, pour justement éviter ce risque de sanction, sachant que les règles, en plus, risquent de changer à tout moment. Les règles sont instables, opaques. Donc, ils tendent à plutôt respecter toutes les courses, même s'ils ont ces stratégies qui sont donc toujours limitées. Ils sont régulièrement rappelés à l'ordre par des messages de la plateforme, comme ici, où on rappelle à ce chauffeur, vous êtes libre d'accepter ou non les commandes qui vous sont envoyées. Nous vous recommandons d'annuler une course uniquement si vous ne pouvez pas l'effectuer. Nous vous invitons à passer hors ligne si vous n'êtes pas en mesure d'accepter des commandes. Nous vous rappelons que des annulations répétées peuvent entraîner la suspension de votre compte. Donc, on retrouve la logique disciplinaire. Ensuite, on a donc un encadrement du temps de travail et aussi un encadrement du travail par le client. Les plateformes numériques sont des modèles organisationnels qui invisibilisent la figure managériale. Et cette invisibilité, elle est renforcée par le fait que le contrôle y est décentralisé et distribué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plateforme renonce à certaines dimensions du contrôle pour enrôler les clients qui deviennent en quelque sorte des cadres intermédiaires chargés d'évaluer les chauffeurs et la prestation. Donc, il y a un risque permanent, notamment de suspension ou de désactivation du compte. En cas de mauvaise note, ils doivent avoir une note moyenne supérieure à 4,5 étoiles sur les 500 dernières courses qu'ils font. Donc, vous devez à chaque fois noter les courses sur 5 étoiles. Et puis, ils peuvent voir aussi leur compte suspendu ou désactivé suite à une plainte des clients. La notation, elle est présentée par la plateforme comme un moyen de les inciter à offrir à la clientèle la même expérience. Sachant que la standardisation est en fait présentée ici comme un gage de la qualité du réseau. Donc, le service client va leur conférer aussi des conseils au travers de la signature de la charte de la communauté Uber, toujours présentée sous la forme de conseils. Mais il n'empêche qu'il y a des suspensions de compte fréquentes. C'est ce qu'explique ici Hichem. Ça fait 10 jours que je suis déconnectée, c'est pas juste. J'ai eu des milliers de courses avec 5 étoiles. Il suffit d'un client bourré et c'est fini. 5000 personnes satisfaites et ils vous déconnectent pour un client mécontent. Un jour, vous travaillez. Lendemain, Uber coupe votre compte. Il suffit qu'un client se plaigne et c'est fini. Vous n'êtes rien pour eux. Un seul courriel et c'est fini. On est donc dans une relation asymétrique qui se voit ici renforcée par l'évaluation. Et finalement, en étant dans cette situation d'incertitude permanente, le risque de sanction oriente leur comportement dans le sens souhaité par Uber, en l'occurrence une forme de soumission aux exigences de la clientèle. Et ils dénoncent justement régulièrement l'arbitraire de la notation du client, voire des plaintes. Face à ça, ils vont développer malgré tout des stratégies pour essayer d'éviter les conflits serviciels, les conflits avec les clients. Alors, ça peut passer par différentes modalités. On va éviter certains profils des clients, notamment la clientèle nocturne, qui est considérée comme trop imprévisible. Et on va aussi sélectionner les clients en fonction de leurs notes. C'est-à-dire que vous notez le chauffeur, mais le chauffeur vous note également, avec évidemment pas du tout les mêmes conséquences pour l'un et pour l'autre. Vous pouvez rester client même avec une très mauvaise note, mais la note va être utilisée par les chauffeurs pour sélectionner la clientèle. Comme Nordine qui dit « Je regarde les notes des gens, en dessous de 4,7, je ne prends pas, à 4,8, je suis plus tranquille, à 4,9, je suis vraiment tranquille. » Donc, soit on refuse ces clients, soit on se prépare à une interaction compliquée. Et donc, ils vont élaborer des stratégies pour s'assurer de la satisfaction des clients, qu'on peut voir comme un travail supplémentaire qui prend la forme d'un travail émotionnel.
C'est-à-dire qu'il faut sans cesse se questionner, est-ce que je discute ou est-ce que je ne discute pas? Je vais éviter certains sujets sensibles. Il s'agit de ne pas mécontenter le client. Donc, il y a régulièrement des rappels à l'ordre, comme pour le taux d'annulation. Mais en fait, ces rappels à l'ordre ne sont pas forcément nécessaires parce que finalement, les chauffeurs Uber tendent à adopter des comportements très standardisés et policiers. Et on peut voir notamment que les chauffeurs s'échangent régulièrement des conseils pour avoir une bonne note sur les forums. Et en fait, ces conseils sont quasiment les mêmes que les recommandations de la plateforme. Donc, en fait, ils tendent à adopter des pratiques de conformité anticipée où ils mènent les interactions de manière relativement similaire, comme attendu par la plateforme. Ils tendent à déployer des petites attentions à l'égard des clients. J'ouvre la porte, j'offre une bouteille d'eau, je dis bonjour, etc. Et finalement, en devenant leur propre patron, les chauffeurs Uber échappent au contrôle de la hiérarchie, mais ils sont dorénavant soumis au diktat du client roi. Et paradoxalement, en offrant aux clients un service standardisé pour s'assurer de leur satisfaction et éviter les sanctions, en conseillant aux autres chauffeurs de faire la même chose, ils en viennent à renforcer le pouvoir de l'algorithme. Ils se plient en fait à une sorte d'autodiscipline. Et c'est en cherchant à reprendre le contrôle face au pouvoir hégémonique de la plateforme que paradoxalement, ils en viennent à la servir d'autant mieux. Donc, pour conclure rapidement, puisque j'ai déjà débordé, donc ces chauffeurs Uber, finalement, ils se présentent comme des travailleurs hybrides. Ils n'ont aucun des avantages des deux statuts d'emploi, indépendance et salariat, mais tous les inconvénients. C'est-à-dire que leur activité est encadrée par la plateforme, mais sans bénéficier des protections et des droits associés au statut salarié. Et ils assument les risques de l'activité, mais sans jouir de l'autonomie associée au statut d'indépendant. C'est la raison pour laquelle les chauffeurs Uber luttent depuis des années pour notamment, leur lutte, elle est passée finalement des manifestations de la rue aux tribunaux pour tâcher de faire reconnaître leur contrat, requalifier leur contrat commercial en contrat de travail, donc faire reconnaître leur situation de salariat déguisé. Mais dans le même temps, ce que l'on voit de point commun, c'est que ces chauffeurs, même si on a malgré tout une diversité, on le voit, certains sont plus diplômés que d'autres, ils ont un point commun qui est celui d'être victime de racialisation, qui en fait est un principe d'organisation de ce capitalisme de plateforme, au sens où cette main-d'œuvre est particulièrement adaptée en fait pour travailler sur les plateformes, pour être disponible justement pour y travailler. Et donc, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que la lutte contre l'ubérisation ne passe pas aussi, il ne s'agit pas d'opposer les débats et les modalités d'action, mais ne passe pas également par une lutte contre les discriminations, parce que finalement, si ces chauffeurs, si ces hommes racisés n'étaient pas victimes de discrimination dans l'accès à l'emploi, dans la carrière, eh bien la plateforme ne disposerait pas de la main-d'œuvre corvéable qui lui est indispensable pour fonctionner. Voilà, merci. Bon, bah super, merci beaucoup Sophie. Donc, je rappelle à nos auditeurs que pour poser leurs questions, vous allez dans l'onglet Q et R. Je vais d'abord dire moi quelques mots pour lancer la discussion, dire d'abord peut-être aussi, enfin en premier lieu, le grand plaisir que j'ai eu à lire l'ouvrage et pour rassurer celles et ceux qui ne sont pas universitaires et qui s'inquiètent toujours de la difficulté à lire un ouvrage de sciences sociales, je peux dire que celui-ci se lit, se dévore très facilement. En plus, vous voyez, petit format, facile à lire dans le métro pour les Parisiens qui nous écoutent. Je voudrais souligner d'abord deux éléments qui, de mon point de vue, font tout l'intérêt de l'ouvrage. Je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit parfaitement sur les résultats de ton enquête, mais j'ai trouvé d'abord que c'était un ouvrage qui tombait à pic dans un débat politique, médiatique et un peu scientifique aussi, qui est dominé par la question du plein emploi, par la baisse du taux de chômage, et donc qui est salué comme une grande nouvelle.
Et là, je trouve qu'on a une démonstration assez magistrale de la manière dont, Friot parlera peut-être de la religion de l'emploi, peut se faire au détriment du travail, puisque tu démontres très concrètement comment d'abord l'arrivée d'Uber est soutenue politiquement, et notamment par Emmanuel Macron, alors qu'il est ministre de l'économie, au motif que cela va créer des emplois, et comment la création de ces emplois se fait en fait au détriment et en détricotant et en mettant même au pilori, on peut dire, toutes les règles et les principes de protection, pardon, qui étaient jusqu'alors et qui sont quand même encore aujourd'hui habituellement attachés au statut de travailleur salarié, protection individuelle et collective. Et donc, comment on justifie à travers Uber, comment la mise à l'emploi devient un principe de justification d'un travail dégradé et d'une injonction à occuper un emploi dégradé, avec effectivement à la fin de ton ouvrage, tu rappelles cette citation assez sidérante d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, et qui dit il vaut quand même mieux qu'ils conduisent plutôt que d'être dealer, en somme. Mais il dit en plus quelque chose, j'y reviendrai tout à l'heure, mais au moins ils sont dignes, entre guillemets, ils mettent un costume et une cravate. Je pense que quand même c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et ces travailleurs hybrides, comme tu les as qualifiés, parce qu'ils ne sont pas des salariés comme les autres, parce qu'ils ne bénéficient pas des protections attachées au statut de salarié, ils ne sont pas non plus des indépendants, parce que comme tu l'as très bien démontré, ils doivent assumer les risques de leur activité sans avoir du tout d'autonomie sur leur travail. De mon point de vue, ils sont totalement l'illustration de cette nouvelle forme de despotisme de marché qu'évoquait Michael Burawoy, c'est-à-dire de salariés qui sont totalement à la merci du marché, avec un rôle ici particulier et central du client qui évalue et qui et donc a le pouvoir aussi de sanctionner, ou en tout cas de faire sanctionner les chauffeurs. J'y reviendrai aussi, c'est peut-être un élément important. En tout cas, voilà, je pense que c'est un ouvrage qui, au-delà du cas d'Uber, je dirais presque est un livre d'utilité publique, pour montrer que la baisse du taux de chômage, faut regarder ce qu'il y a derrière, que c'est pas forcément un bon signe, et que dans le cas présent, on voit bien que ça se fait au détriment, notamment, tu l'expliques très bien sur la fin de l'ouvrage, de la santé des salariés, de la désynchronisation des temps de travail, des salariés qui aspiraient à l'origine, trouver plus d'autonomie dans leur travail, pouvoir concilier plus facilement travail et vie familiale, et qui se trouvent en réalité, en raison de la baisse des tarifs pratiqués et imposés par Uber, contraints de surtravailler, de travailler de plus en plus. Tu décris des journées horaires de travail sidérantes de plus de 16 heures, 17 heures de travail. Bref, et évidemment, ça se traduit par des troubles musculo-squelettiques, et dans le cas les plus graves, par des accidents de la route qui évidemment peuvent être très dommageables pour les salariés, pour le travailleur, et j'imagine aussi pour celles et ceux qui transportent. Deuxième élément que j'ai trouvé vraiment très, très fort de ton livre, c'est tout ce que ça nous dit sur le pouvoir patronal, en fait, en France. Alors, il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de relire du Klaus Hof sur le capitalisme désorganisé. Et dans cet ouvrage qui date donc des années 1970, donc c'est ancien, Klaus Hof insiste, enfin développe justement toutes les stratégies développées par le patronat pour déréguler l'économie et pour contourner toutes les règles qui ont été progressivement mises en place, adoptées par compromis pour protéger les salariés contre les effets délétères du marché. Et ce sur quoi il insiste en particulier, et qu'il trouve un écho retentissant dans ton enquête, c'est que il montre bien que les salariés sont contraints, pour se défendre, d'être organisés collectivement par l'intermédiaire de leurs syndicats, là où les patronats, bien sûr, disposent de leurs organisations patronales, mais sont aussi en capacité d'agir seuls par leur pouvoir économique. Et là, ce qui est sidérant dans ton enquête, c'est qu'on voit nulle part le MEDEF. C'est Uber, par sa force financière, par sa capacité, par ses ressources économiques, à organiser du lobbying, à financer des politiques de communication que tu as évoquées, qui réussit à mettre effectivement, à contourner les règles d'abord, et à mettre les pouvoirs publics devant le fait accompli, avec ce chantage en emploi permanent. Si on se retire, vous allez mettre encore plus en difficulté nos travailleurs. Et donc, Uber réussit quand même ce tour de force à se construire une image d'une entreprise sociale qui fait le bien des travailleurs auxquels, entre guillemets, l'entreprise offre un emploi. Mais en même temps, ce qui est très central dans ta démonstration, c'est de montrer que cette stratégie patronale
de contournement des règles du rapport salarial ordinaire ne fonctionne que parce que cette entreprise trouve aussi une manœuvre disponible à répondre à cette offre et qui voit à cette offre de travail et qui voit dans cette offre du travail plutôt ses intérêts, un avantage à y travailler parce que, comme tu l'as rappelé, on a affaire à une main-d'œuvre plutôt pas qualifiés et ou déclassés pour les travailleurs migrants qui peuvent être diplômés dans leur pays, mais dont les diplômes ne sont pas reconnus sur le marché du travail français, et qui trouvent, alors bon, les choses évoluent un peu dans le temps, mais pour faire vite, soit la possibilité de trouver un travail de substitution pour les uns, pour les autres, d'échapper aussi à un travail déqualifié qui se fait généralement pour ces travailleurs-là dans des contextes organisationnels très contraints. On l'imagine aussi avec une forte pression hiérarchique. Et le fait que ce soit des hommes racisés, peut-être que c'est pas anodin aussi, parce que on peut aussi supposer que la pression hiérarchique, le racisme au travail, pour être aussi encore plus clair, est particulièrement prégnant pour ces travailleurs-là. Et donc, Uber peut être perçu comme l'opportunité d'échapper aussi à cette pression hiérarchique permanente qu'ils subissent dans l'emploi salarié classique. Et puis, pour certains, parce qu'il y a l'espoir de s'enrichir, ou en tout cas de sortir de la pauvreté laborieuse qui est la leur de leur emploi classique. Donc, c'est la conclusion de ton ouvrage, et je vais peut-être commencer les discussions là-dessus. Tu dis, grosso modo, je vais à l'essentiel, mais pour lutter efficacement contre Uber, il faut d'abord s'attaquer aux discriminations sur le marché du travail. Et que si Uber fonctionne, si le modèle marche, c'est quand même le cas, et on pourrait élargir d'ailleurs, parce qu'en lisant ton cas sur Uber, ça m'a évidemment fait penser aux travaux anciens sur la restauration rapide, sur la déréglementation des horaires atypiques dans les grands magasins ou dans la restauration ou dans la grande distribution. Les anciennes y parviennent parce qu'elles trouvent la main-d'œuvre disponible, qui voient leur intérêt à avoir des petits boulots, ce qui est perçu par des salariés ordinaires comme des petits boulots, mais qui pour des étudiants, qui pour des jeunes ou des personnes sans emploi sont déjà quelque chose, un sas vers le marché du travail. Et on retrouve un peu d'ailleurs les mêmes stratégies qu'on voyait dans la grande distribution pour les grands magasins du patronat qui organise des mobilisations de salariés qui réclament de travailler le dimanche. Tu illustres exactement la même chose sur la façon dont Uber va organiser, soutenir des contre-mobilisations face aux taxis de chauffeurs Uber qui vont réclamer de pouvoir travailler, donc d'être libéré du carcan des règles qui organisent le marché du travail. Évidemment, je mets des guillemets à tout cela. Et donc, tu dis, pour lutter efficacement contre Uber, il faut d'abord s'attaquer aux discriminations. Mais alors, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas plus largement, plus structurellement aux inégalités? Plus encore que les discriminations, tu utilises le mot discrimination. J'ai envie de dire là, pour le coup, que la main-d'œuvre soit racisée, que ne le soit pas, c'est peut-être secondaire, je viens juste pour cette dimension-là, tant qu'il y a des gens qui sont durablement, des salariés qui sont durablement exclus du marché du travail ou cantonnés vraiment à du sale boulot, pour prendre un terme classique de la sociologie du travail, sans doute que Uber trouverait toujours une manœuvre intéressée, même si, alors tu ne l'as pas dit à l'oral, mais c'est très, je ne pouvais pas te dire, et tu le dis beaucoup dans la dernière partie de ton ouvrage, ce qu'on observe aussi, c'est une très forte rotation donc de cette main-d'œuvre aujourd'hui. Alors, ce qui est là aussi, il n'est pas sans rappeler d'autres situations que tu connais très bien dans la grande distribution. Pareil, les caissières, c'est un modèle d'organisation du travail qui est fondé sur le principe de la rotation. Ce n'est pas du tout perçu comme un problème par le patronat, c'est au contraire perçu comme la solution pour faire accepter le boulot mal payé dans des conditions de travail qui ont des effets délétères pour la santé des salariés. Donc, tu dis à la fin, là, c'est un deuxième petit point de discussion que j'aurais avec toi, mais tu dis on passe de la loyalty à l'apathie. Alors tu reprends la typologie de Hirschman enrichie par Guy Bajois pour dire Hirschman dit face à des situations de mécontentement, il y a trois possibilités. La loyauté, on reste fidèle à son entreprise, y compris parce que quand on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas trouver un travailleur, ou alors parce que notre travail, malgré tout, nous plaît, ou parce qu'il est moins pire qu'ailleurs, ou bien l'exit, le départ, ou bien la voice, l'action collective. Alors l'action collective, elle existe, mais là, c'est évidemment quand même très difficile à organiser et limiter dans ces secteurs, pour des raisons, j'imagine, que tout le monde comprend facilement ici. Et donc, tu parles d'apathie. Or, je me dis, est-ce que finalement, une des grandes forces de ce modèle d'organisation du travail, donc l'apathie, c'est des salariés qui restent dans l'emploi, mais qui vont avoir des attitudes de retrait, qui ne surtravaillent plus, par exemple, ou qui en font le moins possible, ou qui jouent un petit peu avec les règles. Mais est-ce que c'est possible pour des travailleurs libéraux?
Est-ce que c'est possible avec cet algorithme permanent, avec cette évaluation permanente, avec cette menace que tu as bien rappelé, d'être totalement déconnecté? Est-ce qu'ils peuvent se le permettre? Est-ce qu'ils ont même cette marge de manœuvre-là? Je me suis dit, peut-être c'est ça qui les différencie finalement du travailleur salarié en usine posté qui a toujours des petites marges de manœuvre possibles. Bon, puisque le film est sorti dans l'établi, c'est bien ce qui est écrit, hein, l'ouvrier qui lit sur la chaîne, qui fait son travail, qui se ménage des temps pour soi. Est-ce que c'est possible? Pour Uber, alors peut-être oui, mais c'est une question que je me pose. Et puis évidemment, pour lancer des questions sur ton utilisation du terme de capitalisme racial, puis je m'arrêterai là et je poserai évidemment d'autres questions. Est-ce que finalement, ce capitalisme racial, parler de capitalisme racial, ça conduit simplement à dire que les emplois subalternes, aujourd'hui chez Uber, ailleurs, auparavant dans l'industrie automobile, par exemple, pour reprendre l'établi, bien, sont réservés, entre guillemets, ou sont d'abord occupés par des travailleurs migrants ou issus d'immigration, ce qui en soi est déjà évidemment un résultat, ou est-ce qu'on peut quand même aussi, est-ce que ça va être utile pour décrire les effets de ce modèle d'organisation du travail sur les rapports sociaux de domination et de résistance au travail qui s'y jouent. Et je pensais notamment trois directions possibles. Je reviens d'abord sur la déclaration très frappante d'Emmanuel Macron. Là, on voit que le capitalisme racisé, il produit des effets sur les dominants, sur les acteurs politiques, c'est-à-dire que, en somme, pour lui, Uber permet à ces jeunes gens des quartiers, donc on imagine qu'il y a des stéréotypes en tête, des suites à capuche, en train de dealer à la sortie devant des cages d'escalier, hein, on pressent que c'est ça qu'il a en tête, qui va permettre à ces jeunes gens de rentrer dans la civilisation. D'où je mets une cravate, je mets un costume, enfin ils vont mettre une cravate, ils vont mettre un costume, ils vont devenir des gens civilisés. Grosso modo, moi j'étais assez frappé par ça, et du coup, de mon point de vue, ça trahit et ça traduit vraiment sa vision pour le coup très racialisée, à mon avis, de la société. Et autrement dit, est-ce que le fait que ces emplois soient occupés par des jeunes gens ou des moins jeunes gens issus d'immigration ne rend pas plus facilement encore acceptable politiquement le fait que Uber offre, entre guillemets, en tout cas, mette à disposition des emplois très dégradés? Je me posais la question sur la nature, ce que ça implique, sur la nature des interactions avec les clients. Alors, moi, je n'ai pas du tout idée, je ne fréquente pas du tout Uber, donc je ne sais pas, mais je me disais, j'imagine, même si tu dis aussi, tu laisses entendre que Uber permet une forme de démocratisation, en gros, du recours à la voiture, à ce type de transport, parce que c'est moins cher, etc. Mais on peut supposer qu'il y a une clientèle d'abord blanche, plutôt dominante socialement. Et puisque l'interaction, enfin en tout cas l'évaluation du client est un enjeu hyper important, je me posais la question tout simplement, est-ce qu'ils sont aussi pris dans des interactions, des formes de discrimination raciale? Et puis, ça joue peut-être aussi dans les mobilisations de ces salariés. Est-ce que le fait justement d'avoir une expérience commune du racisme au travail et hors travail, est-ce que ça facilite ou non la mobilisation de ces salariés? Voilà, j'ai été déjà trop long, donc je te propose déjà de répondre à ça, et puis ensuite, je me ferai le porte-parole des questions qui sont posées dans le chat. Ok. Merci beaucoup pour ces remarques et ces questions. Alors, alors peut-être, je voudrais quand même rebondir sur des remarques avant d'aller sur tes questions. Et les premières remarques que tu as faites, c'est-à-dire que sur cette question entre travail, emploi et cette logique de le plein emploi, mais finalement qui permet de justifier un travail dégradé. Moi, en fait, j'appréhenderais quasiment Uber comme une entreprise idéologique de destruction en fait des droits et protections associés au salariat conquis de haute lutte. Parce que en fait, moi, ce qui me fait un peu dire ça aussi, c'est que finalement, l'entreprise n'est pas rentable. Et je trouve que c'est important d'avoir ça en tête. C'est que, et on ne sait pas si elle sera rentable un jour. Après, il peut y avoir des opérations d'évasion fiscale. Enfin bref, ça, je n'ai pas les infos. Mais il y a quand même derrière, au-delà même du succès ou pas de la plateforme, in fine, il y a derrière une entreprise idéologique pour briser en fait les régulations collectives. En tout cas, moi, je le lis vraiment comme ça. Et que ça sert, en fait, cette cause-là.
Et il y a même, enfin, par exemple, il y a Catherine Sauvia, mais il y en a d'autres qui, justement, disent que finalement, ce modèle économique ne peut pas être rentable à terme. Parce que ça repose sur une position monopolistique qui sera toujours mise en cause, en fait, par l'arrivée de nouveaux concurrents. Donc, au final, ça n'est pas possible. J'en sais rien, mais je trouve que c'est important d'avoir ça en tête, en fait. Et ça sert à penser le niveau idéologique de l'entreprise. Euh, Après, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors après, j'en viens aussi donc à tes questions et puis merci pour les références parce que du coup, ça me permet de retravailler encore des choses avec les références que tu as mentionnées. Euh, pour revenir un peu aux questions, alors sur ta remarque sur les inégalités, oui, je te rejoins. Pour le coup, on peut élargir en effet aux questions des inégalités parce que tu as raison, il y a une sorte de mécanisme propre en fait au capitalisme à aller chercher sans arrêt des populations qui seront plus ou moins vulnérables justement pour s'approprier leur travail et les rendre plus ou moins corvéables. Donc, mais là, j'évoquais la question des discriminations parce que finalement, par rapport cette population-là, c'est ce dont ils ont été victimes. Mais après, le pas de plus, tu as tout à fait raison, c'est bien la question des inégalités et là, des inégalités sociales et donc plus largement. Euh, en effet, il y a une très forte rotation de la main-d'œuvre. Après, on n'a pas de chiffres là-dessus. On s'en rend compte simplement, en fait, quand on fait des entretiens. Il y a toujours des gens qui viennent d'arriver, qui viennent de démarrer l'activité. Et tous les chauffeurs le disent. Je sais pas de données quantitatives de ce point de vue-là, mais c'est assez récurrent. Les organisations syndicales le disent elles-mêmes et ça repose en effet là-dessus. Et ça, pour le coup, c'est pas nouveau. Et je pense que c'est important de noter justement ce qui n'est pas nouveau aussi. C'est-à-dire que, parce que Uber s'est toujours présenté depuis le début comme le modèle de la disruption, de la nouveauté, et en fait, ça renoue quand même avec des schémas qu'on connaît bien. Donc, je pense que c'est important. Du point de vue de l'apathie, est-ce que c'est possible? Alors, il y a une dimension que j'ai pas évoquée ici, parce que ça suppose d'aller plus en détail dans les trajectoires et les profils des chauffeurs. C'est qu'en fait, ceux qui sont en fait, on a toute une population. Au fur et à mesure que la situation des chauffeurs se dégrade, ne restent que les plus vulnérables. Donc, ceux qui finalement, en effet, n'ont pas cette possibilité d'apathie, parce qu'il s'agit de s'en sortir et de subvenir à ses besoins et à ceux de la famille. Ce qui va changer un petit peu, c'est si on rentre un petit peu dans le détail des profils, c'est-à-dire j'ai beaucoup en fait d'hommes dont l'épouse ne travaille pas ou travaille à temps partiel. Donc eux, en effet, l'apathie, ce n'est pas possible parce qu'ils doivent subvenir aux besoins de leur famille. Euh, En revanche, j'ai des hommes un peu plus âgés qui, eux, ont en fait, et dont la femme travaille, et donc eux qui vont pouvoir, ils ont davantage de marge de manœuvre parce qu'ils sont moins démunis économiquement. Donc la situation familiale, elle va jouer un rôle aussi dans le rapport justement à l'activité, les possibilités de retrait ou pas. Euh, Ensuite, alors sur le capitalisme racial, moi j'ai fait un usage assez libre donc de ce concept, au sens où il s'agissait de s'inscrire dans la continuité des travaux sur le capitalisme de plateforme, et en particulier en France en fait, parce qu'on a beaucoup de travaux, dont moi, hein, où on s'est beaucoup focalisé sur les inégalités en termes de classe. Et en fait, il y a très peu de travaux qui abordent le fait qu'il s'agit d'hommes racisés. Et c'est pas anodin. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui m'a vraiment forcé à aborder la question, c'est la comparaison entre les trois métropoles, parce que c'était vraiment le trait commun. Donc, je me suis emparée en fait de cette notion de capitalisme racial de plateforme, mais en la modifiant un peu à ma sauce, en l'intégrant vraiment dans la continuité de ces travaux qui étaient plutôt focalisés sur les classes sociales
Et moi, il s'agissait d'articuler davantage avec classe, race, genre. Mais il n'empêche que ça a en effet du sens, cette notion de race. Alors, en effet, il y a cette logique d'emploi subordonné, ils sont assignés à ces emplois subordonnés, mais ça a bien des effets, parce que le propos de Macron, je te rejoins complètement quand tu dis finalement, ce à quoi ça renvoie, c'est que ces populations soient assignées à ce type d'emploi, c'est politiquement acceptable parce que justement, ce sont des hommes racisés. Et finalement, le propos de Macron, la phrase qu'il formule, pour moi, elle est pas, en fait, son propos, pour moi, il est raciste parce que justement, quand on affirme ils peuvent bien accepter ce type de conditions de travail en partant du postulat que finalement, ce sont des dealers et qu'ils vont retrouver une dignité, donc ça veut dire que initialement ils sont indignes, pour moi c'est profondément raciste en réalité. Donc ça a bien des effets et c'est vrai que ça conforte leur exploitation parce que c'est acceptable en effet. Et dans les relations avec les clients, je ne l'ai pas assez traité. Je suis dans le moment où j'ai envie de réécrire des choses. Je ne l'ai pas assez traité parce qu'en fait, euh, ils ont, en fait, ils l'abordent pas souvent spontanément le sujet. Mais par contre, hein, quand on en parle, ils expliquent tous qu'ils en ont déjà été victimes. Avec un chauffeur qui m'explique, par exemple, qu'il y a une cliente qui lui a dit à un moment donné, non, mais faut retourner dans votre pays. D'où est-ce que vous êtes? Il est du Sénégal, notamment, ce monsieur. Il faut retourner dans votre pays. Vous n'avez rien à faire là. Je me demande pourquoi elle monte dans sa voiture. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ils sont victimes de racisme, mais ils n'ont aucun recours, au sens où on pourrait se dire qu'ils peuvent se tourner vers la plateforme pour dénoncer justement ce type de comportement. Mais déjà, dans le monde salarié, c'est parfois compliqué de dénoncer des propos racistes, des comportements racistes. Mais alors là, en fait, ils sont encore plus démunis parce qu'ils sont dans une relation profondément asymétrique avec la clientèle qui a toujours raison. Et donc il y a une forme d'autocensure, on ne va pas en parler, parce que finalement, ça peut se retourner contre nous. Et du point de vue des mobilisations collectives, ce qu'on avait vu avec Sarah Abdelnour, avec laquelle on avait travaillé, par contre, c'est que dans la mobilisation, c'est une ressource que d'avoir cette expérience partagée. Et ça se voit dans le vocabulaire qui est employé par les chauffeurs, notamment, donc ils parlent d'esclavagisme moderne, pas d'exploitation. Quand ils parlent des chauffeurs qui en fait ne font pas la grève avec eux, mais qui continuent de travailler en profitant des majorations Uber, mais justement en œuvre à ce moment-là, pour justement casser une mobilisation, ils les désignent sous le terme de harkis. Et ils font régulièrement référence au combat de leurs parents, leurs grands-parents. Donc c'est une dimension qui est présente, qui en fait les met en position de faiblesse, qui renforce en fait leur position de vulnérabilité, mais qui peut être une ressource dans les mobilisations. Super. Merci beaucoup. Bon, du coup, je vais regrouper, il y a 4 questions. 2, je vais toutes les dire, ne vous inquiétez pas, mais dans l'ordre pour prolonger ce que tu dis, articulation, classe, race, genre, effectivement, une question qui avait été venue, donc de Lilian, y a-t-il des femmes candidates? Sont-elles acceptées ou est-ce un strict entre-soi masculin? Et deuxième question de Laurence Élysée sur quel lien avec la transformation de la segmentation du marché du travail sur son marché secondaire du point de vue du contrôle de ces travailleurs. Donc ça, c'est plutôt pour les 2 questions sur l'approfondissement de l'analyse des mécanismes et 2 questions qui portent plutôt sur les solutions. La première de Sylvie Meyer sur est-ce qu'il y a, comme pour les cyclistes qui travaillent pour les plateformes, des luttes collectives et des alternatives via la constitution de coopératives. Et une deuxième question de Philippe Lefebvre donc qui part du constat que ce modèle d'ubérisation touche de plus en plus de corps de métier. Avez-vous des pistes de réflexion pour aller contre cette dynamique qui fait des chauffeurs et de beaucoup de travailleurs les nouveaux serfs du capitalisme algorithmique? À part lutter contre les inégalités, que faire?
Ok. Alors, alors, sur les femmes, en fait, alors il y a des femmes, mais elles sont vraiment extrêmement minoritaires. Après, c'est pas propre en fait aux chauffeurs Uber, c'est propre quand même au secteur du transport pour le coup. Si on regarde du côté des taxis, si on regarde du transport routier, enfin, de fait, il y a, elles sont pas refusées du tout, mais en fait, elles ne rentrent pas dans le métier. Alors, il y a plusieurs raisons. Pour ça, c'est qu'on peut supposer hein, pour le coup. Il y a le fait, il y a la question du temps de travail, c'est durée extensible de travail qui peuvent être un repoussoir. Et puis, ça peut être aussi ce qui est évoqué aussi, je vais parler après des femmes que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré quelques-unes, c'est aussi les risques d'agression. Euh, la drague par des clients et voire d'agression donc par des clients. Donc c'est quelque chose c'est une forme de repoussoir de ce point de vue-là. Néanmoins, les quelques femmes que j'ai rencontrées, ce qui était intéressant, c'est j'en ai pas rencontré beaucoup de fait, mais ça serait intéressant d'aller faire même une enquête sur ce profil justement. C'est que les femmes que j'ai rencontrées, c'était des femmes qui en fait avaient été mères de famille et qui utilisaient qui entraient dans le métier pour justement mieux articuler temps de travail, vie professionnelle et vie familiale. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il y a une enquête quantitative, j'ai plus la référence en tête, qui montre que finalement, les femmes ont des niveaux, les chauffeurs Uber femmes ont des rémunérations moins élevées que les hommes. Notamment parce que justement, étant donné qu'elles sont dans cette logique d'articulation des vies professionnelles et familiales, ben justement, elles ne vont pas travailler sur les périodes de majoration. Elles vont travailler moins longtemps, elles ne vont pas privilégier ces périodes de majoration. Donc, elles n'ont pas ces moments où c'est mieux payé. Et puis, ce qui était évoqué aussi dans cet article, donc je retrouverai la référence à un moment donné, c'est dans le livre, c'est qu'elles ont un rapport au risque qui est différent. A priori, elles roulent moins vite et donc elles peuvent moins enchaîner de courses. Donc voilà. Après, alors, la deuxième question, c'était sur la segmentation du marché du travail du point de vue du contrôle des Oui, travailleurs. c'est ça. Quel lien avec la transformation de la segmentation du marché du travail sur ce marché secondaire du point de vue du contrôle de ces travailleurs? Alors, je suis pas forcément bien à la question, du coup. Comment le saisir? Euh, Qu'est-ce que je pourrais en dire comme ça? Euh, Là, ça montre, ouais. Parce que du contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin, je peux pas avoir la réponse, du coup. Euh, J'imagine sur le fait que les ouais, salariés sont, enfin, ces travailleurs plutôt, sont très dépendants. ouais. Ouais. Justement, ils sont très dépendants tout en étant soi-disant des indépendants. Et c'est toute l'ambivalence de leur situation pour le coup. Mais voilà, parce qu'il y a cette question du management algorithmique. Mais j'arrive pas à bien répondre à la question parce que j'arrive pas à comprendre exactement l'articulation entre les deux. Si jamais la personne en question En peut formulé, ouais. compléter, faut pas hésiter. Du point de vue des luttes collectives, alors il y a des tentatives en effet, comme pour les livreurs, de créer des coopératives, Euh, mais c'est extrêmement compliqué parce que c'est très dur justement de s'imposer face à Uber, de se faire connaître face à Uber qui tient le marché et qui a justement ces sommes colossales pour justement publiciser. Donc il y a bien des tentatives, mais c'est vrai que c'est encore difficile à développer. Euh, Après, sur des solutions, alors c'est un peu compliqué. J'aimerais bien avoir des solutions. Ce qui est sûr, c'est que en tous les cas, en tant que tel, le modèle Uber est plus largement en fait la sous-traitance vers des travailleurs indépendants euh, ne peut être que préjudiciable pour les travailleurs et travailleuses. Parce que finalement, on se retrouve. Le cas d'Uber, justement, enfin, c'est ce que tu disais, Baptiste, c'est que on peut en tirer des enseignements sur d'autres mondes professionnels.
Et notamment, on s'inscrit bien dans cette logique de sous-traitance du travail des travailleurs indépendants qui sont, où on reporte le risque sur des personnes qui ne sont pas véritablement indépendantes. Et qui, on est quand même en pleine mobilisation sur la réforme des retraites, où en fait on se prépare quand même à avoir un nombre de personnes considérables qui vont se retrouver dans quelques années dans des situations assez déplorables au moment de la retraite, où on va avoir des retraités pauvres et une masse importante. Et l'ubérisation, justement, elle participe de ce mouvement, pour le coup. Et malheureusement, la seule solution que je verrai, c'est à l'heure actuelle, c'est finalement de protéger justement les droits et les protections associées au statut salarié, même s'il faut entendre encore une fois les critiques qui sont faites sur le salariat, sur les formes de subordination associées au salariat. Mais faut pas jeter, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais, c'est ça l'expression. C'est ça. Euh, justement peut-être conserver ce qui est important dans le cadre salarié. Et donc peut-être que les solutions, ça va plutôt se trouver de ce côté-là. Et après, du point de vue des inégalités sociales, c'est un vaste débat de ce point de vue-là. Mais c'est sûr que ce modèle de l'ubérisation, il vient renforcer ces inégalités et accroître les risques et la vulnérabilité de plus en plus de travailleurs et travailleuses. Il n'y a pas d'autres questions, mais juste, donc n'hésitez pas à en poser. C'est vrai que, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en lisant l'ouvrage, je me disais tout le long, bon, ça justifie bien, si besoin était d'avoir un motif de justification, de soutenir les luttes salariales qui se développent actuellement, parce qu'on comprend bien que cette main-d'œuvre, enfin le marché du travail produit cette main-d'œuvre disponible aussi du fait de la dégradation considérable du rapport salarial ailleurs. Hein, et que, effectivement, si les salariés vivaient mieux de leur travail dans d'autres emplois et avec des conditions de travail plus respectueuses de leur santé, ben, ils seraient évidemment moins incités à percevoir Uber comme une chance. Donc, pour faire le lien, effectivement, avec ce que tu disais. Cette articulation, je lis donc la question de Kamel Brahimi, cette articulation classe-race-genre, quelle incidence pour les stratégies, voire le discours syndical pour défendre les droits et partir des singularités pour gagner le tous ensemble? C'est effectivement aussi une des questions que j'aurais aimé te soumettre. Alors, cette articulation classe-race-genre, je pense que justement, il s'agit de la mener conjointement pour le coup. Il ne s'agit pas d'éparpiller, d'opposer les luttes, mais au contraire de les articuler. Parce que finalement, quand on est sur cette articulation classe-race-genre, on est bien sur cette logique d'articulation. C'est que ça vient conforter, ça vient s'articuler, mais finalement, les mécanismes et ceux contre quoi on est en train d'essayer de lutter sont finalement des causes communes. Donc, il ne s'agit pas justement de créer des causes spécifiques. Au contraire, enfin, c'est justement, c'est certainement un risque. Au contraire, et cette question, par exemple, du plein emploi, de l'emploi à tout prix qui se traduit par une dégradation du travail, c'est quelque chose qui peut se poser justement dans cette articulation classe-race-genre, pour le coup, donc qui touche en fait tout le monde. Mais prendre en compte des spécificités, c'est pas forcément remettre en cause des luttes qui devraient être collectives et communes, il me semble. Mais si je prolonge peut-être la question, vu quand même qu'il y a aussi des rapports objectivement de race qui se jouent assez souvent aussi entre représentants syndicaux et ce type de travailleurs, parce qu'il y a quand même une grande majorité des permanents syndicaux sont plutôt issus des fractions stables du salariat. Est-ce que tu as pu voir, est-ce que c'est une entrave, est-ce que c'est un frein à la fois à la capacité de ces travailleurs Uber à se reconnaître dans les militants syndicaux? Est-ce que c'est un facteur d'éloignement aussi? Et je dirais inversement, moi, c'est une question que j'essaie de travailler sur des salariés du commerce. Dans certaines configurations, ça a aussi un obstacle supplémentaire, j'allais dire, à la capacité des permanents syndicaux à prendre en charge, à se reconnaître, à trouver totalement légitime, à savoir faire, à savoir s'y prendre avec ces salariés pour organiser leur mobilisation.
Mm. Ça, on l'avait vu avec Sarah quand on avait fait l'enquête sur les mobilisations. C'est que on avait déjà les chauffeurs, ils se sont mobilisés depuis longtemps. En fait, ils ont démarré leur mobilisation en 2015, mais en fait, les premières organisations syndicales elles dataient déjà de quelques années. Organisations syndicales, organisations professionnelles, et il y avait plusieurs. Enfin, ça a encore changé depuis. Mais au moment de l'enquête, il y avait déjà plusieurs organisations syndicales. Et notamment, on avait vu une forme de scission, c'est-à-dire que au début, on avait des organisations syndicales qui ont un peu émané de la base, justement, des chauffeurs qui ont décidé de s'organiser collectivement pour défendre les droits des chauffeurs Uber en général. Donc, qui eux-mêmes étaient des hommes racisés, qui ont dû faire tout l'apprentissage du syndicalisme, euh, sachant qu'ils étaient plutôt d'ailleurs réfractaires, hein, plutôt hostiles même au syndicalisme initialement, mais ils se sont dit que c'était la seule solution in fine pour pouvoir résister. Euh, et qui en fait ont toujours fait en sorte de maintenir une proximité avec justement les autres chauffeurs qu'ils devaient représenter. Il y avait, ce qu'on avait noté, c'est tout un tas de stratégies, par exemple. Donc, ils continuaient d'être chauffeurs et le fait de se filmer dans la voiture pour faire le compte-rendu des réunions auxquelles ils avaient participé, nous, on l'analysait justement comme un moyen de maintenir la proximité avec les chauffeurs. Regardez, je ne suis pas devenu un professionnel du syndicalisme, je reste un chauffeur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était toujours très tendu. Ils étaient régulièrement suspectés justement de basculer du côté de devenir des professionnels du syndicalisme, ce qui était mal perçu. Mais ils ont réussi, nous, tout le temps des observations, ils ont réussi à tenir sur ce fil. Mais à un moment donné, on a la CFDT qui est arrivée, en fait, et qui a, pour le coup, amené enfin, qui était représenté par, pour le coup, un professionnel du syndicalisme, un homme blanc qui travaillait avant à la SNCF, qu'ils appelaient régulièrement chauffeur de train, ce qui est en fait pour eux assez péjoratif, parce que pour eux, étrangers, n'y connaissant rien et à distance. Donc, en effet, ça rejoint ton observation, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une scission, enfin une distance par rapport à ces professionnels du syndicalisme, et ça invite en effet à revoir les modalités du syndicalisme et à réfléchir comment intégrer en fait ces personnes qui sont parfois éloignées du syndicalisme, comment en fait les rapprocher et en même temps comment articuler ces actions, parce que pour le coup là c'était assez frappant de voir ces deux profils. Une question de Lilian Al-Franz, pardon si j'écorche votre nom. Envisages-tu de poursuivre ce travail salutaire avec les vélocipédistes Uber Eats qui sont à 98% africains? Alors pour le coup, j'ai pas forcément prévu de travailler là-dessus. Par contre, je sais qu'il y a une thèse en cours là-dessus, d'Arthur Jean notamment. Il y a Chloé Lebas aussi. Donc, je pense qu'on va plutôt attendre que ces travaux se terminent parce qu'ils y sont depuis des années et ils auront des choses à dire. Absolument. Donc, Et il fallait connaître un petit peu, juste se dire que ça montre des choses un peu comparables aux tiennes, notamment c'est ouais, l'évolution du profil ouais. qui n'étaient pas tous à l'origine des travailleurs migrants, c'est après que c'est devenu Oui, c'était plutôt des étudiants, voilà. même initialement, et progressivement, ça s'est transformé. Et avec des sans-papiers, pour le coup. Il y a tout un trafic qu'on ne voit pas du côté des chauffeurs Uber. En tout cas, moi, que j'ai pas. Je sais qu'il y a un trafic de cartes du côté des chauffeurs Uber. Mais à l'heure actuelle, sur le volet sans-papiers, peut-être qu'il y en a, mais moi, en tout cas, je ne les ai pas perçus, alors que du côté des livreurs à vélo, ça a l'air assez massif. Et du coup, ça m'amène à te poser une question, parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est quoi, grosso modo, la part des travailleurs diplômés encore? Est-ce qu'il reste encore des travailleurs diplômés parmi tes chauffeurs Uber? Parce que tu soulignes une évolution dans le profil. Ouais. Est-ce qu'il y en a encore Alors, vérifier. à Paris, tu vas en trouver en fait parmi les anciens, enfin ceux qui sont plus proches du chauffeur privé en fait, qui eux continuent, mais c'est vraiment une minorité, c'est une toute petite minorité qui eux en fait parviennent à développer une clientèle privée et donc utilisent Uber à titre complémentaire. Mais faudrait pouvoir les quantifier, mais je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile de tenir et d'avoir une clientèle privée, donc ils doivent être vraiment marginaux.
enfin en tout cas minoritaires. Mais eux, ils pouvaient s'appuyer notamment sur les réseaux qu'ils avaient de leurs de leur ancienne activité professionnelle notamment. Et après, à Montréal et à Londres, c'était pas les mêmes profils, comme tu le disais. Parce qu'à Montréal, j'avais des diplômés, mais en fait, qui étaient diplômés du pays d'origine et qui étaient souvent des réfugiés politiques, pour le coup, qui n'étaient pas très nombreux. Je pense que c'est ce profil qui peut se maintenir. En fait, c'est vraiment les populations les plus vulnérables qui vont rester, quoi. Donc, me demande-t-on, issus majoritairement des quartiers populaires pour ces chauffeurs Uber aujourd'hui? À Paris, oui. Oui. À Paris, oui. Aujourd'hui, oui. C'était pas le cas au début. Parce qu'au Et début, ils ça étaient représente issus. combien de chauffeurs à peu près? C'est quoi la population? Je me posais la question en te disant. On a une idée à peu près du. À Paris? Oui, oui, plus globalement, Uber en France, ça représente combien d'emplois entre En guillemets? France, je ne sais pas globalement. À Paris, ils sont autour de 50 000. En tout cas, ils ont dépassé le nombre de taxis maintenant. Mais tout comme à Londres, tout comme à Montréal. À Londres, ils sont 100 000. Et à Montréal, 15 000, je crois. C'est peut-être une bêtise. Mais ça ne cesse d'augmenter, en fait. Alors, peut-être tu peux nous faire un petit mot de conclusion, Sophie. Alors, oui. Merci. Oui. Bah, écoutez, je vous invite surtout à aller lire l'ouvrage Oui. que je Vraiment. n'ai pu présenter que de manière limitée, parce que je ne suis pas énormément rentrée, évidemment, dans les différences entre les trois villes. Et il y en a malgré tout, parce qu'il y a des contextes socio-économiques et institutionnels qui sont différents. Et de fait, voilà, pour avoir plus de nuances, il s'agit de revenir plutôt à l'ouvrage. Mais merci beaucoup pour cette discussion, en tous les cas, pour ces questions. Bah, merci, merci à toi, merci à ceux qui nous ont suivis. Et donc, on vous donne rendez-vous pour bientôt pour un prochain séminaire de la Fondation Gabriel Péri sur les transformations de la structure sociale.